Salut à tous et bienvenue sur Infomédiar TV pour un nouveau numéro de Sur le fil du savoir en compagnie de Youssef Naït Belaïd. Bienvenue, vous êtes enseignant-chercheur et expert consultant dans le domaine de l'apprentissage tout au long de la vie. On connecte souvent le fait d'aller à l'école, à l'université, avec l'enjeu ou l'ambition de trouver un travail. Quel lien direct vous faites aujourd'hui entre l'apprentissage tout au long de la vie et la notion d'employabilité dans le contexte actuel du monde du travail? Bien. Je pense déjà, pour bien expliciter ce lien entre employabilité, marché du travail et formation en général, il faut déjà faire un constat, à savoir que le marché du travail évolue beaucoup plus que les parcours professionnels. Ce qui fait qu'on est obligé de suivre un peu les évolutions des métiers, et les évolutions tous azimuts, particulièrement les évolutions technologiques que connaît le monde aujourd'hui, avec tout ce qui est intelligence artificielle, digitalisation, tout ce qui est aussi automatisation. Mais il y a aussi tout ce qui relève de l'économie verte, qui oblige aussi de nouveaux emplois, une reconversion vers de nouveaux parcours professionnels. Et il y a la question de l'apprentissage tout au long de la vie qui est aujourd'hui représente un paradigme tout à fait nouveau et qui remet en question l'apprentissage formel, à savoir donc, comme vous venez de le dire, à l'école et à l'université. Donc, Il y a aussi une mutation effectivement qui est induite par ces nouvelles technologies, par la digitalisation, dans l'évolution du monde du travail. Ça induit quel type de nouvelles compétences qu'il faut désormais acquérir et dont il faut disposer? bien sûr, l'enjeu aujourd'hui, c'est de penser en termes de compétences. C'est fini la période où la formation initiale permet aux gens, aux jeunes de trouver du travail. Aujourd'hui, l'apprentissage tout au long de la vie peut aider non seulement à trouver du travail, mais à sécuriser cette question de rester dans son poste de travail. La logique devient totalement différente. Aujourd'hui, ce n'est plus le poste qui permet de sécuriser un individu, mais ce sont ses compétences. Alors, quand on parle de compétences, en fait, on parle de trois composantes d'une compétence. Premièrement, vous avez les connaissances, vous avez des habiletés et vous avez des attitudes. C'est traditionnellement, on traduit ça par savoir, savoir-faire et savoir-être. Aujourd'hui, c'est la combinaison de ces trois formes qui pose vraiment un enjeu pour ceux qui cherchent l'emploi. Malheureusement, les systèmes formels restent au niveau de l'acquisition des connaissances. Ils sont encore loin par rapport à cette question de développement des habiletés et développement des attitudes. Alors, vous allez me dire quelles sont les compétences qu'on cherche aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs types de compétences. On peut les synthétiser en trois types de compétences. Première compétence, ce sont tout ce qui relève de la technologie, de la digitalisation, les compétences technologiques et digitales, ce qu'on appelle en anglais les hard skills. Ça, c'est l'importance, c'est tout ce qui est analyse des données, c'est tout ce qui est littératie numérique, c'est savoir collaborer à travers les plateformes, etc. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les compétences, les soft skills. Ce sont les compétences transversales qui ne sont pas moins importantes que les premières. C'est le développement de l'esprit critique, c'est le développement d'esprit d'analyse, c'est travailler en équipe, c'est apprendre aussi à l'écoute, c'est aussi tout ce qui concerne aussi les compétences, c'est travailler avec les autres, etc. Et à la fin, nous avons ce qu'on appelle la métacompétence qui est la plus importante, c'est apprendre à apprendre. C'est apprendre à évoluer dans des contextes différents, c'est apprendre aussi à actualiser ses compétences, c'est apprendre aussi à développer un portefeuille de compétences. C'est d'autant plus important que on est condamné à évoluer au regard de toutes les mutations que connaît le marché du travail. Ça veut dire aussi, comme vous l'évoquiez, qu'on ne sera plus amené à occuper le même poste et que dès le début de sa carrière, il faut d'ores et déjà penser à des reconversions futures. Exactement. C'est justement la valeur ajoutée du paradigme de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est qu'il nous impose. D'abord, il part de ce constat qu'on on ne peut pas garder le même travail et on ne doit pas le faire et on ne peut pas le faire justement. Mais quels sont les issues? Nous avons ce qu'on appelle la mise à niveau, c'est tout ce qui est upskilling, tout ce qui nous permet de rester à jour, et nous avons tout ce qui est reconversion,
changement carrément de contexte et de mode de travail, c'est tout ce qui est reskilling, tout ce qui est permet de trouver un. Alors maintenant, l'enjeu, c'est surtout cette capacité de ne pas improviser ce changement de cette reconversion. La reconversion, il faut la préparer. Faut la décider aussi. Faut la Faut pas décider, qu'elle soit bien subie, sûr. c'est ça. Parfois, on la décide, parfois, on la subit. Mhm. Mais dans les deux cas, il faut bien la préparer et il faut aussi demander des conseils. Donc ça ne vient pas comme ça. Donc c'est important aussi cette question de mise à niveau et question aussi de la reconversion. Ça veut dire qu'on est accompagné dans cette démarche, justement. Quel rôle les acteurs de l'éducation ou de la formation doivent-ils jouer pour faciliter la tâche à la personne qui se trouve dans cette situation de reconversion, dans un processus d'apprentissage tout au long de la vie? Alors justement, c'est tout l'enjeu de l'éducation des adultes et de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est d'abord de dire que ce n'est pas uniquement la tâche de ceux qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Il faut adopter une approche de co-construction avec le monde économique. Il faut faire une cartographie des métiers qui évoluent. Il faut essayer de définir un peu le décalage entre les compétences que les jeunes ont aujourd'hui et les compétences que nécessitent les entreprises et les organisations en général. Et à partir de ces deux aspects, il faut penser à offrir des formations qui soient flexibles, qui soient courtes de durée, qui permettent aussi de la reconnaissance aussi, de la validation de l'acquis de l'expérience, de la reconnaissance aussi de l'acquis de l'expérience. Tous ces éléments et bien d'autres permettent aussi à des jeunes ou à des adultes de changer, de faire de la reconversion tout en étant sécurisés et de pouvoir trouver un autre job. Comment surmonter les obstacles, les contraintes qui peuvent être liées, par exemple, au manque de temps, de moyens financiers? Exactement. Alors les contraintes sont multiples. Vous l'avez bien cité. Donc c'est d'abord des contraintes de temps, parce qu'on est marié, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des contraintes professionnelles, etc. On a des contraintes financières, parce qu'aujourd'hui il faut un budget pour la formation. Donc, et on peut aussi avoir des contraintes aussi de type informationnel et de type aussi d'orientation. Je veux faire de la reconversion, mais dans quel domaine? Pourquoi faire? Qu'est-ce que je vais y gagner? Mais on peut aussi avoir des contraintes aussi de type psychologique et de type aussi sociaux. C'est que la peur de l'échec, c'est aussi la question de la légitimité de certains emplois, etc. Maintenant, face à ça, pour chacun des freins, on peut trouver des solutions. Alors, pour la question du temps, là, l'importance de la formation hybride en temps présentiel, mais aussi à distance. La question aussi de la flexibilité de la formation, la question des formations de courte durée, de la diversité de l'offre de formation. Alors, pour les problèmes financiers, bon, il est important de proposer des incitations financières qui correspondent à chacun et à sa situation, que ce soit au sein d'une entreprise ou en dehors de l'entreprise. Pour la question de l'orientation, c'est un pilier majeur aujourd'hui de l'apprentissage tout au long de la vie. Dès le jeune âge, il faut que les jeunes comprennent quels sont les métiers qui sont aujourd'hui demandés, qui le seront dans quelques années pour pouvoir accompagner ces jeunes et ces adultes dans leur quête du travail. Et être en phase effectivement avec l'évolution de nouvelles pratiques dans le marché de l'emploi. Il y a aussi un autre aspect qui est fondamental, celui de la validation des acquis d'expérience. Quelle place occupe-t-elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle est suffisamment reconnue pour permettre justement cette évolution? Alors voilà une piste extrêmement prometteuse. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par validation de l'acquis de l'expérience? C'est de simplement reconnaître que les compétences ne sont pas acquises uniquement dans un contexte formel, mais ils peuvent aussi être reconnus dans un contexte professionnel. Pour ce faire, donc, je pense que la validation de l'acquis de l'expérience, c'est de permettre de réconcilier beaucoup de choses, de réconcilier l'expérience du passé, l'expérience professionnelle d'une personne, la formation, la certification et l'employabilité. En fait, c'est un fil conducteur entre ces quatre composantes qui permettent aujourd'hui, malheureusement, dans des pays du Sud, la validation de l'expérience n'est pas encore au top, mais c'est dans les pays très développés, c'est quelque chose qui marche très bien. Il permet d'abord à des personnes de pouvoir actualiser leur portefeuille de compétences à l'aide de formations certifiantes, de formations de courte durée, de formations aussi hybrides, etc.
Il y a aussi un autre aspect dans lequel d'ailleurs l'entreprise est particulièrement impliquée, qui est celui des formations continues au sein de l'entreprise, dans le cadre du milieu professionnel. Là aussi, est-ce que c'est un élément auquel on accorde suffisamment d'importance, que ce soit ici au Maroc ou à travers l'Afrique de manière globale? Alors là aussi, la question de la formation continue et de renforcement des capacités en général. C'est quelque chose qui commence aujourd'hui à être accepté à partir du moment qu'on commence à concevoir l'investissement dans la formation continue. Ce n'est pas uniquement une question de coût, mais c'est une question de préparation et de gagner de gagner en matière aussi de compétitivité et de présence. Inutile de rappeler qu'aujourd'hui, pour ne pas se limiter aux entreprises, mais les organisations en général qui sont apprenantes, c'est-à-dire qui adoptent les principes de la formation continue et du renforcement de capacité, ce sont justement les organisations qui durent dans le temps et qui peuvent encore continuer à réussir. La formation continue au sein d'une entreprise, c'est d'abord partir d'un diagnostic et dire réellement quelles sont les compétences dont dispose le personnel. Le décalage par rapport à ce qui est souhaité, l'évolution des métiers et la proposition d'un plan de formation, mais pas uniquement de manière classique, je veux dire. Il y a différentes formes aujourd'hui. Il y a les communautés de pratique professionnelle, il y a le coaching, il y a l'accompagnement individualisé, etc. En fait, aujourd'hui, l'apprentissage tout au long de la vie nous permet de s'ouvrir sur toutes ces opportunités qui permettent justement à tout individu au sein d'une organisation à la fois de gagner en montée de compétences, mais aussi à l'organisation elle-même de développer, d'avoir donc un personnel et d'avoir donc des individus qui sont hautement qualifiés. Ça veut dire que, au regard de l'évolution aujourd'hui du monde du travail, de la société de manière globale, sous l'impulsion des bouleversements technologiques que l'on connaît, cette question de l'apprentissage tout au long de la vie, elle doit être intégrée dès le plus jeune âge. Ça veut dire que les systèmes éducatifs doivent s'y adapter, et de quelle manière? Alors, d'abord, il faudra, ce que je dis toujours, il faut d'abord penser en termes de changement de paradigme. C'est qu'il faut aujourd'hui être convaincu au niveau de la gouvernance même des apprentissages des systèmes éducatifs, que les systèmes éducatifs doivent trouver donc des ponts communicants, qu'aujourd'hui entre l'enseignement formel, la formation professionnelle, l'éducation non formelle, l'alphabétisation et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, tout ça c'est des composantes d'un écosystème de l'apprentissage tout au long de la vie. Il faut d'abord partir du principe que ces composantes appartiennent à un seul continuum. Et il faut donc, à partir de cette conviction, commencer déjà à changer la nature des politiques publiques en éducation, en formation, de manière à permettre d'abord des passerelles entre ces systèmes, mais aussi de permettre la reconnaissance des compétences acquises dans tel ou tel système. Quand on met ça d'un côté et on ajoute à cela la question des modalités d'apprentissage tout au long de la vie qui sont diverses et variées, vous avez tout ce que je viens de citer, ça c'est juste la formation formelle, mais il y a aussi le non formel et il y a aussi l'informel. Donc tous ces trois éléments, une fois qu'on les bâtit dans une espèce de politique globale, ça permet justement d'atteindre les objectifs de l'apprentissage tout au long de la vie. Ça permet à toute personne, à tout individu de réussir sa vie de point de vue personnel, mais aussi de point de vue professionnel. Et ça permet à la société, elle aussi, et au système en général, de gagner en inclusion, de gagner en productivité et de gagner en montée en compétences. Merci beaucoup, Youssef Naït Belaïd, d'avoir partagé avec nous votre regard d'expert sur ces enjeux liés à la fois à l'éducation et à l'apprentissage tout au long de la vie. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur, expert consultant sur ces différents domaines. Merci à vous de nous avoir suivis sur Infomédia TV et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Sur le fil du savoir.